Chloé, Joy, pour la CPME, vous nous dites quand vous voulez qu'on démarre ce webinaire. Alors, pour le moment, on est à 16 personnes de connectées sur 30. Peut-être qu'on peut attendre encore 2-3 minutes que les gens se connectent et puis débuter à 11h, 11h05, si ça vous convient. Très bien. Il y a une trentaine de personnes d'inscrites à peu près sur ce webinaire. Donc, on est à 21 utilisateurs pour le moment. Donc, on va attendre une minute ou deux encore avant de commencer le webinaire. On est à 22 participants. Est-ce que vous souhaitez peut-être démarrer? Il est 11h05. Oui, ben on va commencer. Merci Chloé. Alors, un petit mot introductif tout d'abord pour vous remercier pour vous être connectés à ce webinaire interactif. On va essayer de le faire en sorte qu'il soit le plus interactif possible, évidemment, sur l'activité partielle. Alors, cette idée de webinaire, évidemment, elle est liée, la thématique est liée évidemment à l'actualité.
la CPME a proposé à la commission emploi RH, le CPME Loire-Atlantique a proposé à la commission emploi RH d'accompagner au mieux les adhérents dans cette période un peu particulière. Et donc, au sein de la commission emploi RH, dans laquelle je contribue également, on a proposé effectivement de travailler sur cette thématique d'activité partielle pour pouvoir aujourd'hui vous présenter ce webinaire. Alors, on a essayé de contacter la Directe pour qu'un interlocuteur de la Directe puisse également participer. J'ai contacté l'unité départementale la semaine dernière. J'ai quand même eu un retour, hein, le directeur m'a contacté la semaine dernière, tout simplement pour m'expliquer que, évidemment, l'agenda des agents de la Directe est très, très chargé en cette période. Le directeur lui-même aurait souhaité pouvoir participer à ce webinaire, mais il avait une réunion avec le préfet ce matin. Voilà, sur la gestion de la crise. Donc, ça n'a pas été possible d'avoir des interlocuteurs de la Directe, mais il s'associe en tout cas à cette démarche et la trouve bien évidemment très utile. Voilà, donc je souhaitais quand même le souligner. Donc ça, c'est le premier point. Donc, merci à la CPME pour nous permettre d'organiser ce webinaire. Merci à vous tous qui vous êtes connectés ce matin. Donc, je vous le disais, on va essayer de faire quelque chose qui soit interactif, mais évidemment, vous avez uniquement accès à la messagerie instantanée. Donc, on va se répartir la parole avec Bruno Babin qui va se présenter juste après. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis on essaiera dans la mesure du possible de les lire et de pouvoir y apporter des réponses. Alors, pourquoi ce webinaire sur l'activité partielle? Évidemment, c'est lié au contexte. Personne n'est passé à côté. Je lisais encore ce matin dans la revue Liaison sociale, donc publiée aujourd'hui, 20 avril, qui faisait état d'une étude IFOP du 8 avril dernier sur les actifs et le télétravail à l'heure du confinement. Et aujourd'hui, on a 34% d'actifs qui travaillent sur leur lieu de travail, 30% d'actifs qui se trouvent en télétravail et 36% d'actifs qui sont en activité partielle, 21% en activité partielle et 15% en arrêt maladie. Donc, ça fait un Français sur 3 en fait, qui se trouve aujourd'hui en activité partielle. Vous avez peut-être écouté le Premier ministre hier qui évoquait le chiffre de 9 millions de salariés en activité partielle, une entreprise sur 2 qui est touchée. Bon, donc évidemment, c'est très impactant comme sujet, d'où l'idée de faire ce webinaire. Par ailleurs, dans le contexte, évidemment, les textes ont beaucoup bougé. On a eu un certain nombre de textes qui sont venus adapter le dispositif d'activité partielle depuis maintenant un mois, un peu plus d'un mois. Alors, je vais juste les citer, mais c'est pour que vous ayez un peu l'idée, hein, pour ceux qui ne sont pas juristes, de l'étendue des modifications qui ont pu intervenir. Donc, on a eu un premier décret le 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle. Ensuite, une ordonnance 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. Un arrêté du 31 mars 2020. Une autre ordonnance du 1er avril 2020 modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle. Une ordonnance du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales, notamment un article concernant là encore l'activité partielle, et puis encore en dernier lieu, un décret du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. Voilà, donc on a une série de textes qui est venue modifier le dispositif antérieur. Voilà, donc c'est aussi l'idée de pouvoir vous présenter les nouveautés sur ce régime d'activité partielle. Alors, à côté de ces textes qui sortent un peu au fil de l'eau, et on a parfois du mal à suivre le rythme de la publication des textes, et là, encore, je vous le disais, il y a un dernier décret qui a été publié du 16, qui a été publié le 17. Bruno nous en dira sans doute un mot. Moi, j'avoue que je n'ai pas encore eu le temps de regarder dans le détail chaque point du décret. Donc voilà, on est sous un feu continu de textes en la matière, donc c'était important de pouvoir aussi refaire un point. Alors, simplement, ce que je vais vous montrer, juste une petite chose, pour que vous puissiez vous référer, le cas échéant, à les retrouver, parce que la liste des textes que je viens de vous donner, évidemment, c'est peut-être pas pertinent que vous alliez consulter chacun des textes un par un. C'est pas forcément l'objet du webinaire, mais simplement, si vous voulez retrouver des textes, vous pouvez vous référer au site du ministère du Travail. Vous retrouvez sur la page d'accueil du ministère du Travail les sujets d'actualité. Et évidemment, on retrouve
les dispositions concernant le dispositif d'activité partielle. Alors, on retrouve justement à côté des textes de la documentation administrative. Et donc, on a aujourd'hui un document questions-réponses du ministère du Travail. Ceux qui ont déjà mis en place l'activité partielle, j'imagine que vous y êtes déjà référés. Donc, ce document, dispositif exceptionnel d'activité partielle, il est à jour du 10 avril 2020. Donc, il va encore être modifié pour tenir compte de l'ordonnance du 15 avril et du décret du 16 avril. Voilà, donc il faut presque aller quotidiennement sur le site du ministère du Travail pour aller regarder les évolutions administratives en la matière. Donc, ça, c'est la première chose. Le site du ministère du Travail. On retrouve également sur ce site des questions-réponses, notamment concernant les apprentis, les salariés en contrat de professionnalisation. Il y a des dispositions également qui les concernent en matière d'activité partielle. Vous pouvez également vous référer à ces documents, sachant que là, il faut faire très attention aux dates de mise à jour, 6 avril 2020. Là aussi, on a eu des précisions par ordonnance, donc ce n'est pas à jour. Voilà. Mais tout simplement, vous pouvez vous référer à ces pages Internet. Alors, sur la documentation administrative, à côté des questions-réponses qui sont mises à jour régulièrement, on a une ancienne circulaire qui est toujours applicable pour partie, une circulaire du 12 juillet 2013 sur l'activité partielle, qui demeure applicable à l'exception de quelques rubriques dans cette circulaire, fiche numéro 1, fiche numéro 5, fiche numéro 8, mais l'essentiel du contenu de cette circulaire est toujours applicable. Donc, vous pouvez également, évidemment, vous y référer pour obtenir des réponses. Dernier point sur la documentation ou des outils sur lesquels vous pouvez consulter, c'est aussi le site de la Directe des Pays de la Loire qui met à disposition des outils et notamment des notices techniques. Alors, je l'ai téléchargé ici. Bon, elle commence à dater un peu, pour tout vous dire. Mars 2020, c'est à jour au 2 mars 2020. Mais je la trouvais assez intéressante, cette notice, parce qu'elle est technique. Elle explique un peu la méthodologie pour faire sa demande d'activité partielle. Et notamment, ce qui était intéressant, c'était la motivation de la demande d'activité partielle avec le visa autres circonstances exceptionnelles et motif coronavirus. Et ce qui nous paraît aujourd'hui évident le 20 avril était moins évident le 16 mars, si vous voulez. Donc là, direct déjà des Pays de la Loire, je trouve était assez en phase avec les précisions qu'on a obtenues ensuite de la part de la Direction générale du travail. Voilà. Vous retrouvez également sur le site de la Directe des Pays de la Loire un processus, une notice technique qui présente pas à pas le mode opératoire pour faire sa demande d'autorisation d'activité partielle et sa demande d'indemnisation. Voilà. Je ne vais pas aller plus dans le détail, mais je voulais quand même, en propos introductif, vous présenter ces outils auxquels vous avez évidemment accès et qui sont utiles pour vos demandes, le traitement de vos dossiers d'activité partielle. Une fois cela dit, voilà, un petit mot sur les objectifs du webinaire. Alors, faire un tour d'horizon sur le dispositif d'activité partielle, transmettre, partager des retours d'expérience avec les uns les autres, et puis acquérir des réflexes des réflexes lorsque vous allez mettre en place votre dispositif d'activité partielle ou si vous l'avez déjà mis en place, le cas échéant, pour le faire évoluer, l'adapter, puisque ça peut aussi être adapté. Voilà, donc on n'a pas fixé pour objectif d'avoir une vision complètement exhaustive de la question, parce que ce n'est pas possible sur un webinaire. Mais voilà, essayez en 1 heure de temps de faire un tour d'horizon, de partager un peu d'expérience et d'acquérir quelques réflexes. Sur les modalités d'animation, on vous propose de dérouler un peu comme si on faisait une demande d'activité partielle, donc de la création du compte à la motivation de la demande, les différentes rubriques qu'il faut compléter dans la demande d'activité partielle, ce qui permettra de passer en revue à la fois les aspects pratiques et puis les aspects juridiques et les difficultés qu'on a pu rencontrer justement à chaque étape de la demande d'activité partielle. Et puis également, évidemment, les demandes d'indemnisation qui seront passées en revue. Donc, on est sur la 2e étape. Une fois qu'on a son autorisation d'activité partielle, on peut aller faire sa demande d'indemnisation et on verra là aussi les difficultés potentielles avec l'articulation, notamment les indemnisations en tant que telles, l'articulation entre les arrêts de travail et l'activité partielle.
Voilà, du coup, je ne me suis pas présenté, je vais quand même en dire un petit mot. Donc, Sébastien Grandjean, donc, comme je vous l'indiquais, moi, je fais partie de la commission emploi RH de la CPME. Je suis avocat en droit social et donc, dans cette période, j'accompagne mes clients, chefs d'entreprise, entreprises, dans la mise en place de l'activité partielle pour certains, pour d'autres qui sont dans des secteurs d'activité où, au contraire, il y a une plus forte demande, eh bien, on est là aussi pour les accompagner, pour adapter l'organisation de leur activité. Évidemment, gérer cette crise sanitaire sur le plan santé-sécurité. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là, effectivement, les sujets du moment. Voilà. Maintenant, je vais passer un peu la parole à Bruno Babin qui va pouvoir se présenter et puis prendre le relais dans l'animation. Oui, donc moi, je suis responsable paye. Je suis né responsable paye. Ma carrière a débuté dans la grande distribution. J'ai fait pas mal de grosses entreprises et puis maintenant, je suis dans une structure qui, en fait, offre à des petites PME la fonction de responsable paye qui ne pourrait pas s'offrir en interne. Donc, depuis le 13 mars, je suis sur le chômage partiel. J'accompagne et je réalise aussi pour les entreprises tout ce qui concerne le chômage partiel. Donc, on va attaquer. Alors là, je ne sais pas si j'ai la main là. Pour le. Si tu l'as. Si je l'ai là, parce que je. Donc, un petit rappel en fait des cas de demande d'activité partielle. Donc, principalement en ce moment lié au coronavirus, puisque à l'origine le chômage partiel c'était pour résoudre des situations exceptionnelles, mais Sébastien nous l'a montré depuis le 13 mars, le chômage partiel est devenu l'activité partielle, et les textes en fait ont fait évoluer pas mal de petites choses qui n'existaient pas avant. Donc je vous rappelle ici les circonstances exceptionnelles, mais on va passer tout de suite aux exemples de situations conduisant à l'activité partielle pendant la pandémie. Puisqu'il y a le coronavirus, mais forcément, il y a différentes situations qui font qu'on se retrouve dans l'impossibilité de continuer son activité. Donc, il y a forcément la première situation, la fermeture administrative. Que là, ça a été décidé directement pour certains secteurs, comme la restauration ou le spectacle. Les absences massives et répétées de salariés, comme ceux qui pourraient être absents pour garder leurs enfants en arrêt maladie. Donc ça, forcément, c'est une situation qui désorganise l'entreprise et qui peut amener au chômage partiel. Une interruption temporaire ou une baisse d'activité liée à des difficultés d'approvisionnement en matières premières, puisqu'il y a certaines entreprises qui ont fermé complètement, donc plus possibilité de se fournir en matériaux. La fermeture du site d'un client. Certains sous-traitants en fait, se sont retrouvés dès le 13 mars bloqués parce que des grosses structures ont décidé d'interdire la présence des sous-traitants dans leur entreprise. Et l'impossibilité de mettre en place des mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés, donc les gestes barrières. Donc forcément, si on n'est pas capable de continuer son activité en mettant en place toutes les règles liées aux gestes barrières, on ne peut pas continuer son activité. Oui, oui. Vas-y, je te laisse. Oui, ce dont Bruno parle, en fait, ça se traduit, donc c'est des exemples très concrets de situations qui conduisent finalement à activer ce dispositif d'activité partielle. Et si on raccroche au grand principe de l'activité partielle, hein, l'objectif du webinaire étant d'acquérir des réflexes, les textes définissent le contexte dans lequel les entreprises vont pouvoir avoir recours à l'activité partielle. Alors, les textes en question, les articles L5122-1 et suivants et les articles R5122-1 et suivants. Alors attention là aussi à l'actualisation des textes, hein, mais on retrouve quand même dans les grands principes. Alors les cas de recours à l'activité partielle dans les grandes lignes, fermeture temporaire de l'établissement
ou d'une partie de l'établissement. Donc là, évidemment, l'exemple que donnait Bruno, fermeture administrative dans certains secteurs d'activité, évidemment, on se retrouve clairement dans le cadre visé de manière générale par le Code du travail. Ça, c'est le premier cas de figure du recours à l'activité partielle, ou alors réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie de l'établissement en deçà de la durée légale du travail. Donc là, on n'est pas forcément sur une fermeture, mais on va être sur une diminution d'activité ou alors l'absence de certains salariés, absence massive répétée de salariés qui peuvent potentiellement entraîner des dysfonctionnements et la nécessité peut-être de réduire aussi l'activité de l'établissement. Donc, on retrouve à travers ces exemples les grandes lignes de l'activité partielle. Et puis, sur d'autres exemples, finalement, qui sont donnés, c'est les motifs de recours à l'activité partielle. Et là, c'est clairement défini dans les textes. Article R5122-1, il y a 5 cas de recours à l'activité partielle, 5 cas légaux. Et ça, ces cas-là n'ont pas changé finalement avec l'épidémie Covid-19. Le premier, c'est la conjoncture économique. Le deuxième, difficulté d'approvisionnement en matières premières ou en énergie. Le troisième, sinistre ou intempérie de caractère exceptionnel. Quatrième, la transformation, restructuration, modernisation d'entreprise. Et le cinquième, et c'est surtout celui-là qui est le focus du jour, toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Et donc là, aujourd'hui, où on se parle, effectivement, on identifie, on flèche bien toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Il y a eu quand même un peu de flottement au début pour savoir si on était dans des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou si on devait être sur des circonstances de caractère exceptionnel. Bon, ça a été clarifié, vraiment clarifié fin mars. Moi, j'avais de mon côté contacté la directe vers le 20 mars, aux alentours du 20 mars, pour essayer d'avoir une précision là-dessus, parce qu'il y avait quelques craintes, notamment de la part d'adhérents et PME, d'un refus de prise en charge pour un mauvais fléchage, en quelque sorte. Et bon, ça a été clairement quand même précisé dans le contexte. On est bien sur les circonstances de caractère exceptionnel avec la case coronavirus et Covid-19. Voilà, je te redonne la parole, Bruno. Oui, donc là, maintenant, en fait, on en est à une situation où, de toute façon, toutes les demandes sont acceptées puisque tout est automatisé. Vu les soucis qu'il y a eu, en fait, au niveau des accès avec la plateforme, déjà, le report, en fait, est jusqu'au 30 avril. C'est-à-dire que maintenant, vous avez jusqu'au 30 avril pour pouvoir faire les demandes. Mais c'est vrai que vous aurez systématiquement un accord dans la mesure où vous avez quand même rempli, et c'est là où c'est important, les motifs qui vous ont conduit, en fait, à faire de l'activité partielle. Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, cette partie-là, même si vous allez forcément avoir l'accord, ils ont 3 ans, en fait, pour venir vous vérifier, et il faudra justifier, en fait, votre situation. Donc, c'est là où je dis qu'il faut bien conserver, en fait, tout ce qui vous a conduit à l'activité partielle. Donc, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc là, je vais repartir rapidement sur la création du compte. Mais bon, je pense que tous, maintenant, vous avez dû vivre et supporter tout ce qui s'est passé, puisqu'il y en a encore qui sont encore coincés pour les accès. Oui, c'est ça, Bruno, toi qui as l'habitude, parce que dans ton métier gestionnaire de paye, tu as les accès pour tes clients. Certains clients ont peut-être eu du mal, ou certains adhérents ont peut-être eu du mal à se connecter à la plateforme, en fait. Donc, est-ce que toi, tu peux nous faire part un peu des retours d'expérience, justement, sur les difficultés de création de compte? C'est surtout ça, parce que l'aspect administratif, remplir le questionnaire, ça va, le formulaire, ça va. Mais c'est plutôt sur, effectivement, les difficultés pour obtenir ces codes d'accès et comment débloquer la situation. Le souci, c'est qu'il y a un premier code qui arrive et puis qui ne fonctionnait pas forcément. Il y avait après une surcharge qui faisait qu'on ne pouvait jamais y accéder. Et puis, moi, je me retrouve même avec des clients qui, en ce moment, en fait, essayent de remodifier leur mot de passe, mais tournent en rond et n'arrivent jamais à avancer. Donc, au final, même si il y a une plateforme téléphonique dédiée qui est toujours occupée, ou alors même on peut leur envoyer aussi une messagerie. Le plus rapide, c'est de contacter la directe. Si vous avez un mail de la directe, l'idéal, c'est ça. Et puis de leur expliquer la situation. Et en quelques jours. Des retours rapides ? Comment ? Tu as pu avoir des retours rapides après un mail à la directe ? Voilà, en fait, ce qu'il faut, si vous avez un interlocuteur de la directe, après, vous pourrez peut-être vous adresser au permanent de la CPME qui vous indiqueront un correspondant. Mais en général, on a un correspondant. Vous leur expliquez clairement par mail le souci. Et 2-3 jours après, vous avez la solution, c'est résolu.
et vous pouvez à nouveau accéder à votre compte. Et puis là après, ça fonctionne tout seul. Mais beaucoup se sont retrouvés coincés à cause de ces mots de passe. Parce qu'en fait, il y a le mot de passe pour créer le compte. Après, on fait la demande. Après, il vous faut récupérer le mot de passe pour la demande d'indemnisation, en sachant qu'avant de pouvoir accéder au compte, il faut que vous ayez un autre mail pour être autorisé à ouvrir le compte. Donc c'est vrai que tout le monde s'y est perdu un petit peu, et puis le site étant saturé, il y a eu beaucoup de bugs. Mais le report de délai d'ailleurs, pour pouvoir faire les plateformes étaient saturées aussi. Donc moi, ce que je conseillais dans ces cas-là, c'est de s'adresser directement à la directe, et on a une réponse beaucoup plus rapide et c'est plus efficace. Donc voilà. Donc là, je listais les différentes étapes de la création du compte. Donc ça, je pense que tout le monde le connaît. Alors, un petit mot quand même peut-être sur lorsque vous créez votre compte, enfin vous avez créé votre compte, vous renseignez ensuite votre fiche établissement, vous avez un point sur les OPCO qui est un point facultatif dans votre formulaire. Alors l'intérêt évidemment de renseigner ces OPCO, c'est si vous souhaitiez pouvoir mobiliser des fonds de la formation professionnelle pendant cette période d'activité partielle. Alors oui, hein, je vous disais tout à l'heure en propos introductif qu'on va essayer de présenter le dispositif à partir de l'outil demande d'activité partielle. Donc, quand on est sur la fiche établissement, on renseigne les coordonnées de l'établissement, évidemment, les effectifs, et puis ensuite, on a l'OPCO de référence. Bon, évidemment, l'intérêt de cette rubrique, c'est de pouvoir, le cas échéant, aller mobiliser des aides, des financements formation professionnelle. Et donc là, c'est l'occasion de vous rappeler que vous pouvez former les salariés pendant cette période d'activité partielle. Et d'ailleurs, hein, le ministère du Travail, alors le dispositif a un peu évolué précédemment lorsqu'on était sur des salariés qui étaient en formation professionnelle dans une phase d'activité partielle, eh bien, les salariés bénéficiaient d'une indemnisation, d'un maintien à 100% de leur rémunération. Alors, c'est plus ça aujourd'hui. On est sur une prise en charge des frais pédagogiques par l'OPCO, par des financements de la formation professionnelle. Alors, j'ai vu quand même dans le question-réponse en date du 10 avril, c'est moins net que ce qu'on avait sur le question-réponse précédemment, où on nous disait que c'était prise en charge à 100% des frais pédagogiques des salariés qui sont placés en activité partielle. Bon, c'est plus tout à fait formulé comme ça dans le question-réponse. Maintenant, on passe une convention tripartite direct, OPCO, entreprise, et on ne retrouve plus cette notion de financement 100%. Bon, enfin, toujours est-il quand même que vous pouvez mobiliser des fonds de la formation professionnelle pendant cette période-là, et je pense qu'il ne faut évidemment pas hésiter à le faire, ce qui permet de valoriser les compétences de vos collaborateurs et peut-être de faciliter le redémarrage ultérieurement. Voilà. Du coup, je te laisse présenter, Bruno, la suite sur justement la demande d'autorisation de l'activité partielle avec la motivation, c'est le cœur du sujet. Là. Oui, bah c'est ça, la motivation, en fait, c'est le plus important, puisque en cas de contrôle, c'est ce qui sera bien vérifié. Et notamment, en fait, vous assurez aussi que vous n'aviez pas, avant de vous mettre en activité partielle, la possibilité d'utiliser d'autres systèmes, comme des congés payés, des RTT ou des repos compensateurs, puisque si vous aviez accumulé, enfin, si vos salariés avaient accumulé des RTT, des repos, des congés payés en retard, il faut quand même montrer aussi que vous avez essayé, avant d'utiliser le système d'activité partielle, de mettre vos salariés en congé payé. Alors, c'est dommage sur ce point-là qu'on n'ait pas d'intervenants de la directe qui nous auraient donné leur point de vue, parce que c'est vrai que ce que dit Bruno, ça correspond à une rubrique sur le formulaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des mesures alternatives à la demande d'activité partielle, mais cette rubrique n'est pas une rubrique obligatoire, et d'ailleurs, il n'y a pas dans les textes, il n'y a pas de préalable de mettre en œuvre des mesures alternatives type solder les congés, prendre des RTT, modifier l'organisation de l'activité. Il n'y a pas dans les textes, bon, j'en ai pas vu, alertez-moi tout de suite si vous avez une idée contraire, mais de caractère contraignant. Par contre, évidemment, c'est derrière dans le traitement qu'on va en faire la directe. Est-ce que la directe va regarder d'un œil davantage bienveillant les entreprises qui auront, utilisé ces outils? Ça, on ne peut pas l'exclure. C'est un peu le sens de ton propos, Bruno, si je comprends bien. En fait, ce que je dis, c'est que
Là, à aujourd'hui, vous n'allez avoir aucun souci, mais quand les contrôleurs vont débarquer dans les 3 années à venir, ils vont analyser les situations et puis quand même se poser quelques questions. Et il y a quand même eu, à un moment donné, bon, je pensais qu'il y avait eu un texte ou quelque chose comme ça, mais les congés payés… Avant 2013, il y avait un texte qui prévoyait justement de solder des jours de repos. Je n'ai plus le texte tout à fait en mémoire, mais cette condition a été supprimée justement avec la précédente réforme de 2013. Parce que là, justement, ils indiquaient, enfin, moi, j'avais cru voir qu'ils indiquaient en fait qu'il fallait, je me demande même si je ne l'ai pas mis dans la diapo qui suit. Voilà, jour d'absence imposé par l'employeur. Donc, en fait, l'employeur peut imposer des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables. Donc ça concerne les congés payés qui seraient échus. C'est-à-dire que si votre salarié en fait avait encore des congés payés échus en solde, vous pouviez lui imposer en fait au maximum 6 jours de congés payés. 6 jours ouvrables, c'est-à-dire une semaine. Avec un délai de prévenance. Avec la possibilité aussi de les fractionner. Et avec des règles particulières, si les deux salariés en fait sont dans l'entreprise et travaillent pour la même entreprise. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, là, dans les mesures d'urgence qui ont été prises, été prises dernièrement, on a évidemment des modifications qui ont été apportées au dispositif d'activité partielle, et d'autres mesures, d'autres outils, et notamment la possibilité d'imposer des jours de congé. Donc là c'est un outil aussi qui existe parallèlement au dispositif d'activité partielle. La question peut se poser dans le contexte de l'activité partielle, c'est est-ce qu'il faut mobiliser ces outils avant de formaliser une demande d'activité partielle. Bon, donc d'un point de vue strictement juridique, on n'a pas d'obligation de mettre en œuvre ce type d'outils pour solder des congés ou demander à des salariés de poser des congés par anticipation ou de prendre ou de solder leurs jours de RTT. Bon, maintenant, évidemment, en pratique, ça peut quand même être souhaitable pour, comment dire, à plusieurs niveaux, pour un peu renforcer votre dossier de demande d'activité partielle. Comme le disait Bruno, si demain il y a un contrôle a posteriori, puisqu'aujourd'hui toutes les demandes sont validées implicitement en fait. Donc il n'y a pas vraiment de contrôle de la motivation aujourd'hui des demandes et du contexte dans lequel la demande est formulée. Mais demain, est-ce qu'il n'y aura pas des contrôles puisque ces outils vont coûter quand même très cher? Bon, et donc si vous avez pu mobiliser, demander aux salariés de solder des RTT ou de prendre des congés, eh bien évidemment, ce sera quand même un critère que vous pourrez mettre en avant dans l'éventualité d'un contrôle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'aussi ça permet quand même de maintenir un meilleur niveau de rémunération des salariés quand même. Bon, alors on n'est pas rendu encore à l'indemnisation, mais évidemment, le salarié en activité partielle subit une perte de rémunération. Donc, ça peut être aussi un outil, la prise des RTT ou la prise des jours de repos ou des congés, un outil pour faire un mixte entre de l'activité partielle, un maintien, enfin, pour essayer de mieux valoriser, de neutraliser les incidences financières pour le salarié de cette période d'activité partielle. Et puis, troisièmement, si l'activité repart fort, alors on ne sait pas ce qu'il en sera dans un mois, dans 2 mois, hein, on est tous inquiets évidemment, mais si jamais l'activité repart fort, eh bien, ce sera aussi intéressant peut-être que vous puissiez utiliser au maximum vos ressources des salariés et éviter qu'au moment où ça repart, les salariés se trouvent contraints de solder des congés qui n'auraient pas été pris. Vous voyez, donc c'est à ça aussi que ça doit servir, cet outil. Alors, je voudrais dire un petit mot supplémentaire sur ces mesures, qui viennent en complément ou qui sont alternatives à l'activité partielle. La ministre du Travail, a aussi insisté sur les possibilités de faire du prêt de main-d'œuvre. Alors ça, c'est un outil. D'ailleurs, le ministère du Travail a même mis à disposition des modèles, des modèles d'avenant au contrat de travail, des modèles de convention de mise à disposition. Donc, évidemment, l'intérêt pour les pouvoirs publics de mettre en avant ce prêt de main-d'œuvre, eh bien, c'est que si on fait du prêt de main-d'œuvre d'une entreprise à une autre, bah, finalement, on ne mobilise pas le dispositif d'activité partielle. Vous voyez bien, puisque c'est l'entreprise
les entreprises qui vont se faire du remboursement de frais, enfin, comment dire, le coût salarial va être pris en charge par l'entreprise utilisatrice. Vous voyez, donc ça, c'est un dispositif qui est évidemment mis en lumière, en quelque sorte, par le ministère du Travail dans cette période. Donc là aussi, ça fait partie des mesures que vous pourriez, pourquoi pas, hein, enfin, je veux dire, ça peut être tout à fait pertinent. On peut imaginer un groupe d'entreprises avec des activités assez diversifiées, un pan d'activité qui est un peu en difficulté, puis un autre qui se porte bien, voire très bien dans le contexte. Eh bien, on pourrait imaginer là aussi de faire du prêt de main-d'œuvre en le formalisant avec des conventions et un avenant au contrat de travail. Donc ça, c'est un outil qui est mis en avant par le ministère du Travail. Il y a d'autres dispositifs qui existent aussi dans cette période. C'est le cumul activité partielle et un autre emploi. Alors ça, c'était déjà possible, c'est pas nouveau, c'était déjà possible depuis la circulaire de 2013 dont je vous donnais tout à l'heure les références. Permet déjà aussi de faire du cumul activité partielle et emploi. Donc ça, évidemment, ce n'est pas la même chose que du prêt de main-d'œuvre, parce que là, ça veut dire qu'il y a quand même bien des allocations, une indemnisation activité partielle qui est versée aux salariés, et le salarié, en plus, va pouvoir cumuler un emploi. Alors ça, c'est intéressant dans certains domaines, où on l'a vu beaucoup utilisé dans notre région, en tout cas par les maraîchers, qui manquent un peu de main-d'œuvre, parce qu'habituellement, ils ont de la main-d'œuvre qui vient d'autres pays européens, qui se trouvent confinés. Bon, donc voilà, c'est aussi un moyen d'avoir de la main-d'œuvre. Alors attention, évidemment, le point d'alerte ici, c'est que on ne peut pas faire, en revanche, pour un salarié qui serait placé en activité partielle dans votre entreprise, vous ne pouvez pas lui demander de travailler pour votre entreprise. Donc là, ce que je vous explique sur le prêt de main-d'œuvre et la possibilité de cumuler de l'activité partielle et une autre activité salariée, ça ne concerne pas votre propre entreprise. Si vous placez vos salariés en activité partielle, vous ne pouvez bien évidemment pas continuer à les faire travailler. Ou alors, on est sur une logique de réduction d'activité où, le cas échéant, le salarié est en activité partielle, pour prendre un exemple, à mi-temps, et l'autre moitié de son temps, bon, là, il est à la disposition de l'employeur. Mais si on a un salarié dont le contrat est suspendu pour activité partielle, vous ne pouvez bien évidemment pas lui demander de travailler pendant cette période. Il y a des sanctions qui ont été rappelées par la ministre du Travail à ce sujet-là. Donc, évidemment, c'est strictement interdit. Bruno, est-ce que tu avais un mot, toi, à dire par rapport à la motivation de la demande d'activité partielle avec spécificité? Non, je voulais juste revenir sur la partie congé payé, en fait, puisque oui. Ce que je veux expliquer aussi, c'est que l'activité partielle génère aussi des congés payés, ce qui n'était pas le cas avant. En fait, avant, l'activité partielle en générait que si le salarié était à temps partiel, en chômage partiel. En fait, il venait dans l'entreprise de temps en temps et il avait une partie. Alors que quand le salarié était complètement absent de l'entreprise en chômage partiel, on n'acquérait pas de congé payé. Sauf que là, pour l'activité partielle, ça a été modifié, ça. Ce qui veut dire que si vous n'éclusez aucun jour de congé payé, aucun jour de RTT, aucun jour de CET, quand vous allez arriver à la fin de la période d'activité partielle, votre salarié aura conservé tous ses droits en fait à congé, etc., plus les congés payés qu'il va acquérir pendant son activité partielle. Donc après, il faut bien réfléchir à tout ça avant de mettre systématiquement tout le monde en chômage partiel. Donc c'est pour ça que l'option en fait de pouvoir utiliser tout ce qui était en attente, comme les RTT, les repos compensateurs ou autres, c'est intéressant aussi de les utiliser. En sachant qu'il y a une possibilité d'utiliser 10 jours au maximum de tout ce type de repos, ce qui est RTT, CET et repos compensateur. Ce qui fait qu'au total, ça vous fait 10 jours plus 6 jours de congés payés, 16 jours. En sachant que malgré tout, les 10 jours de repos, c'est en jour ouvré. Il faut bien voir ça, et les congés payés, c'est en jour ouvrable, pour une semaine. Donc c'est juste ça que je voulais rajouter. Je voulais répondre quand même à une question, parce que quelqu'un avait posé une question. Alors, juste un mot sur les congés payés. Par contre, si vous voulez imposer, alors si c'est des congés qui ont déjà été positionnés, ça, compte tenu des circonstances exceptionnelles, l'employeur peut modifier les dates de congés qui auraient déjà été posées. En revanche, si c'est des congés qui n'ont pas été posés, là, c'est un outil qui a été créé dans le paquet de mesures. L'employeur peut imposer des jours de congé dans la limite de 6 jours ouvrables de congé, mais à condition qu'il y ait un accord collectif, soit un accord de branche, soit un accord d'entreprise,
qui le prévoit. Donc, c'est quand même une contrainte assez importante. Les syndicats, les partenaires sociaux ont réussi à obtenir cette condition pour pouvoir imposer des jours de congé, pour que l'employeur puisse imposer des jours de congé. Donc, ça veut dire quand même que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué de conclure un accord d'entreprise ou de branche dans le contexte actuel. Mais pourquoi pas? Certaines branches l'ont fait. Certaines entreprises également. Bon, voilà, simplement là, on donne de la place au dialogue social, évidemment, pour pouvoir mettre en place ce type de mesures. Je vois qu'il y a une question, quel délai de prévenance pour modifier les dates de congés payés? Eh bien, si on est sur des circonstances exceptionnelles, justement, si les congés ont déjà été posés, là, pour le coup, l'employeur peut les modifier, on n'est plus tenu par le délai d'1 mois pour modifier des dates de congés compte tenu des circonstances exceptionnelles. Si on est sur des congés qui n'auraient pas été posés et que dans ce cas-là, l'employeur négocie et réussit à signer un accord sur la prise de congé, le délai de prévenance est d'un jour minimum. Voilà. Donc après, c'est à l'accord collectif qui va fixer la prise des congés, de déterminer le délai de prévenance, mais ça va être minimum un jour de prévenance. Voilà. Alors, peut-être un mot juste encore pour finir sur la motivation de la demande, parce que, ou compléter la motivation de la demande. On a dit tout à l'heure qu'évidemment, là, notre propos aujourd'hui, c'est de présenter les demandes pour circonstances exceptionnelles. Donc, c'est le 5e cas de figure. Coronavirus, donc circonstances exceptionnelles, on coche cette case et puis on coche la case coronavirus, et puis après il y a une autre rubrique dans la demande d'indemnisation avec justement la précision des motifs. Donc là, Bruno, tu as tiré très bien l'attention sur le fait qu'il faut précisément motiver, parce que c'est derrière, s'il y a un contrôle, il va falloir expliquer pourquoi effectivement, en quoi l'épidémie, le Covid, en quoi l'épidémie a eu une incidence sur l'activité. Alors, dans la plupart des cas, vous allez me dire, bah oui, c'est évident, etc. Mais il faut quand même contextualiser en quoi cette épidémie a des conséquences sur la fourniture de matières premières, en quoi ça a des conséquences sur votre chiffre d'affaires. Alors, si on est sur un secteur où on a une fermeture administrative, bon, là, c'est évident. Mais si vous n'êtes pas dans un secteur dans lequel il y a une fermeture administrative, eh bien, il va falloir que vous expliquiez dans votre demande. Alors, vous n'avez pas la place d'en mettre 3 pages. Hein. C'est limité en nombre de caractères. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 2000 caractères. Bon, moi, je me suis moi-même fait piéger à en vouloir en dire trop. Donc, vous n'allez pas raconter toute votre vie, mais il faut quand même motiver et surtout conserver les justificatifs de la baisse d'activité, des difficultés d'approvisionnement. Et il y a un point spécifique également, et là c'est assez nouveau, c'est nouveau, c'est une mesure qui a été, c'est une disposition qui assouplit le dispositif d'activité partielle. On peut également, si l'entreprise n'est pas en capacité de respecter les préconisations sanitaires, de garantir la santé et la sécurité de ses collaborateurs, eh bien, ça peut être un cas ça justifie aussi le placement des salariés en activité partielle. Alors, et ce point-là, il a quand même posé un certain nombre de questions, en fait, et il ne va pas forcément de soi. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait aussi un peu suscité des réactions un peu vives, un peu d'émotion au tout début des demandes d'activité partielle, notamment pour certaines entreprises du bâtiment qui ont pu faire des demandes d'activité partielle au motif tout simplement que les salariés ne souhaitaient plus travailler, le dirigeant ne souhaitait pas exposer ses salariés à un risque de contamination. Donc, il y a eu comme ça pendant une semaine, 15 jours, une période un peu de sidération où tout le monde s'est mis un peu en retrait, un grand nombre de salariés et d'employeurs. Finalement, on dit, nous, on ne va pas exposer les salariés, on ne va pas s'exposer au virus, on nous dit qu'il faut rester confiné, donc on reste chez nous. Non, alors, ce n'est pas si simple que ça, en fait. Ça, je crois que tout le monde l'a quand même bien compris, mais c'est-à-dire que le critère impossibilité de respecter les gestes barrières ou de respecter les préconisations sanitaires, ça passe dans les circonstances exceptionnelles, mais il faut là aussi être en capacité de justifier que l'entreprise n'est pas en capacité de respecter cette démarche de prévention des risques. Donc,
autant sur la première quinzaine du mois de mars, peut-être début avril, on avait effectivement beaucoup de mal à trouver du gel hydroalcoolique. C'était impossible quasiment de trouver des masques et puis on ne savait pas trop comment s'y prendre. Bon, maintenant, le contexte a quand même changé. Donc, on arrive, on voit bien, moi, je le vois auprès de certains clients, ils arrivent quand même à se procurer, même si c'est difficile, ils arrivent quand même à se procurer des masques. Ils arrivent quand même à se procurer des produits désinfectants. On a eu les fiches métiers qui ont été publiées par le ministère du Travail avec les gestes barrières, les préconisations sanitaires. Donc, il y a quand même maintenant un peu des modes opératoires qui sont mis à disposition par le ministère du Travail par métier. Alors, il n'y a pas tous les métiers, mais il y a quand même un certain nombre de métiers. Les services de santé au travail, notamment le service de santé au travail de la région nantaise, qui a aussi produit des fiches intéressantes sur comment continuer à travailler ou comment faire reprendre les salariés dans le contexte d'épidémie. Donc, on voit bien que les services de santé au travail, le ministère du Travail, ont produit un certain nombre de documents qui viennent expliquer aux entreprises et aux salariés comment continuer à travailler. On a donc les équipements de protection individuelle. On a davantage. On a dans certaines branches aussi des guides spécifiques. Je pense au BTP, l'OPP BTP, l'organisme de prévention du bâtiment, a mis en place un guide de préconisation sanitaire qui a été approuvé, agréé, je ne sais plus exactement le terme, par les pouvoirs publics, et donc qui explique un peu étape par étape comment travailler dans le contexte de l'épidémie. Donc ça veut dire que le critère pour certaines entreprises de la motivation de la demande, qui était impossibilité de travailler en raison du risque sanitaire, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça passe, quoi. Donc là, il faut vraiment penser pour ces entreprises qui auraient toujours de l'activité, soit à travailler en respectant cette démarche de prévention des risques, en associant le service de santé au travail. Évidemment, il faut toujours mettre dans la boucle le médecin du travail, en traçant le cas échéant, si on est dans l'incapacité de s'approvisionner en équipement de protection individuelle ou en gel ou autre, tracer l'impossibilité de s'approvisionner sur ces équipements. Et si on n'est effectivement pas en capacité de respecter ces gestes barrières ou les mesures de prévention, à ce moment-là, oui, l'entreprise ne va pas exposer le salarié, mais si elle n'est pas en capacité de le justifier, eh bien, demain, il pourrait là aussi y avoir des remises en cause des allocations, des indemnisations activité partielle, au moins pour les périodes postérieures ou à la publication des guides, ou à partir du moment où on pourrait estimer que les entreprises ne justifient pas d'être dans l'incapacité de s'approvisionner en équipement de protection individuelle. Voilà. Donc attention là-dessus. N'oubliez pas également, c'est très important, la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Donc ça, vous le faites également en lien avec le service de santé au travail. Juste pour rajouter, et puis on va peut-être passer à la suite, mais il y a une question sur ça, en fait, savoir jusqu'à quelle échéance, en fait, faire la demande d'activité partielle. Moi, ce que je conseille en général, c'est de mettre tous ces salariés, en fait, dans la demande, et puis mettre l'échéance maximale. De façon à moi, je mets le 30 juin, en fait, je dis en général le 30 juin 2020. En sachant que de toute façon, c'est pas parce que vous allez demander un volume d'heures énorme que au final vous allez avoir obligation à faire cette demande complète. Donc comme ça vous permet d'éviter de faire des avenants, parce que la gestion des avenants n'est pas simple en fait sur le site. Moi j'ai le cas de certaines sociétés qui ont leur accord de valider, mais on ne peut pas faire l'avenant parce que c'est indiqué activité réponse tacite, puisqu'on n'a pas eu l'accord automatique. Donc après de toute façon, même chose, hein. Moi je dis il faut contacter la directe ou la CPME qui vous conseillera pour vous adresser aux bonnes personnes. Mais si vous avez un avenant à faire, si vous n'avez pas mis tous vos salariés, vous pouvez très bien avoir un salarié qui était en arrêt longue maladie, puis revient en fait pendant la période où tout le monde est en activité partielle. Ce salarié, il est en activité partielle. Donc, il faudra faire un avenant pour le rajouter si jamais vous n'avez pas pensé à le mettre, par exemple. Et on va avoir le cas de figure, puisqu'au 1er mai, la ministre du Travail a annoncé que, de toute façon, tous les arrêts maladie allaient passer sur l'activité. Enfin, tous les arrêts maladie. Pas tous les arrêts maladie, les arrêts en garde d'enfants, en fait.
C'est ça, arrêt garde d'enfants vont passer sous le régime d'activité partielle. D'ailleurs, ça va questionner par rapport à l'aspect collectif certaines catégories. Pour certaines catégories de salariés, enfin, si on a un salarié dans une catégorie professionnelle qui est en arrêt garde d'enfants et qu'au 1er mai, il bascule en activité partielle, alors que ses autres collègues qui relèvent de la même catégorie, qui font le même métier, eux, ne sont pas en activité partielle, ça pose quand même question. Donc là, il va falloir peut-être qu'il y ait une adaptation aussi des textes pour venir nous expliquer comment ces salariés-là vont passer en activité partielle. Oui, mais ils vont continuer à produire des décrets comme ils font depuis le début. C'est ça. On a habitué maintenant. Il y a une question là par rapport à quelqu'un qui disait que son salarié en fait avait fait une demande pour des congés paternité. Donc en fait, quand vous êtes en chômage partiel, vous pouvez très bien être en arrêt maladie. Donc la paternité en fait courra. C'est-à-dire que il peut déposer en fait sa demande en fait de congé paternité et puis l'activité partielle va être suspendue et il va être considéré comme en congé paternité. Et de la même façon, si un salarié est en arrêt maladie, il va poser son arrêt maladie et se retrouver en situation d'arrêt maladie. Ça, c'est tout à fait faisable. Alors, juste un mot sur la date limite là, du 30 juin quand même. Moi, je me questionne quand même sur, alors effectivement, l'intérêt ou pas de faire une demande large, que ce soit dans la durée ou que ce soit sur le nombre de salariés concernés. Alors, le 30 juin, effectivement, ça paraît une date, de toute façon, c'était celle qui était un peu préconisée, on va dire. On est assez tranquille si on met le 30 juin. Mais qu'est-ce qui va se passer au-delà, en fait ? Est-ce qu'au-delà du 30 juin, on sera toujours sur si les difficultés, si les entreprises qui ont demandé mobiliser de l'activité partielle sont toujours en sous-activité, en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on est toujours sur le motif de coronavirus, enfin, circonstance exceptionnelle coronavirus, ou est-ce qu'on bascule sur l'autre motif? Alors là, je n'ai pas de réponse définitive, simplement j'attire votre attention aux uns aux autres sur cette problématique. Est-ce qu'à partir du 1er juillet, on aura toujours la possibilité de faire un avenant à la demande initiale, sur le même motif donc, ou est-ce qu'on sera sur une nouvelle demande type conjoncture et circonstances économiques, pardon, je reprends mon texte, je ne l'ai plus sous les yeux, ou difficulté d'approvisionnement. Ça, c'est une question, sachant que si on bascule conjoncture économique, difficulté d'approvisionnement, si on bascule sur un autre motif de recours à l'activité partielle, donc dans l'hypothèse où on ne serait pas sur un avenant donc à notre demande initiale, eh bien, ça veut dire qu'en fait, on va être sur une nouvelle demande. Alors, et là, si on est sur une nouvelle demande, ça veut dire qu'en fait, quand on est sur une demande, si on a déjà fait une demande dans les 36 mois qui précèdent une nouvelle demande, en quelque sorte, l'entreprise doit souscrire des engagements. Vous voyez ? Donc, est-ce que si au 1er juillet, je continue, est-ce que je suis toujours éligible à l'activité partielle sur le motif circonstances exceptionnelles? Auquel cas, oui, je fais un avenant et tout va bien. Ou alors, est-ce que matériellement, je suis plus sur le circonstances exceptionnelles? Parce qu'en réalité, les salariés peuvent travailler, on n'est plus confiné, mais j'ai une baisse d'activité. Auquel cas, est-ce qu'il ne faut pas cibler le motif 1 ou le motif 2 du texte? Et dans ce cas-là, si c'est une nouvelle demande, est-ce que je ne dois pas souscrire des engagements? Vous voyez? Bon, donc ça, il va falloir être vigilant à ça, sur ces aspects-là. Là, on verra peut-être sur place, parce que c'est vrai que déjà, on n'est pas dans la période de déconfinement. Et c'est vrai que tout ça, ça va évoluer en fonction de tout ce qui va se passer, de l'activité et comment elle va reprendre, puisque chaque secteur va reprendre différemment. Enfin, l'avenir, là, on ne le connaît pas. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas trop savoir comment tout ça va se dérouler. C'est un peu anticipé, je pense. Alors, on a Nolwenn qui nous dit qu'elle a fait une demande pour le 30 juin pour 2 salariés. Sur le mail de validation, ils ont mis un délai au 31 juillet. Alors, c'est un peu curieux parce que… pour éviter les avenants, en fait, tout dépend peut-être de l'activité. Ouais, non, mais c'est la demande qui était au 30 juin et la validation était au 31 juillet. Donc, bon, pour 2 salariés. Ah, oui, donc ça pourrait être la restauration ou le spectacle, des activités de ce style-là qui sont vraiment figées dans le temps. Ouais. Je voulais avancer un petit peu là par rapport. On va peut-être passer sur la partie indemnité parce qu'il y avait quelques questions, etc. Bon, je vais revenir vite fait sur mon poste précédent. Mais je te laisse la main sur l'indemnisation, vas-y. Oui, donc pour l'indemnisation, le principe, c'est tout simple. Disons que la base de l'indemnisation, c'est le salaire de référence congé payé. En gros, il faut prendre ça. C'est-à-dire que c'est les mêmes éléments. Et on applique 70%.
À partir de là, il y a des limites, puisque si on est inférieur à 8,03, c'est-à-dire le SMIC net, on applique pour le calcul de l'indemnité les 8,03. Et en sachant que pour tout ce qui est contrat en alternance, c'est pas le SMIC net, c'est le salaire en fait minoré du contrat en alternance. Donc pour les contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation. Les personnes rémunérées au SMIC, on maintient en fait leur salaire à 100%, donc au montant du SMIC. L'indemnité d'activité partielle, donc versée aux salariés, est complètement exonérée de cotisation, sauf une CSG en fait sur revenu de remplacement qui est réduite, et puis la prévoyance et la mutuelle. Donc là, pour la prévoyance, toutes les prévoyances en fait se sont mises d'accord pour dire que l'indemnité d'activité partielle était soumise. Parce qu'en fait, il y a eu quelques petites nuances, en sachant que c'est pareil. Il y a aussi, ça rentre aussi dans l'assiette de la mutuelle, mais en sachant qu'en général, les mutuelles sont des forfaits, donc ça ne change rien. Donc voilà. En sachant que l'autre règle, oui, excuse. Sur les indemnités complémentaires, si l'employeur décide par décision unilatérale ou par accord collectif de maintenir 100% de la rémunération, donc au-delà des 70% bruts. Même règle de cotisation. Ça suit les mêmes règles de cotisation. Voilà, là on a eu une décision dans une ordonnance, d'une des ordonnances qui est passée, on applique uniquement de la CSG, CRDS comme si on est sur des revenus de remplacement en fait. Et de la prévoyance aussi. Et de la prévoyance. Ça, en fait, on applique la même règle que l'indemnité légale. Ouais. Il y a aussi la dernière règle, c'est de maintenir le salaire mensuel au SMIC net. Donc, c'est-à-dire indemnité partielle et rémunération incluse. C'est-à-dire qu'au mois de mars, où le salarié a commencé à être en activité partielle au 16 mars, il faut vérifier, en fait, une fois tous ces calculs faits, à quel net on arrive. Et si le salaire net est encore inférieur au SMIC, il faut le réajuster pour que le salaire, en fait, maintenu, corresponde bien au SMIC au prorata, forcément, de son temps de travail. Alors, on avait des questions, un certain nombre de questions sur les forfaits jours et au-delà. On avait des interrogations, nous aussi, dans la pratique, sur les salariés éligibles, puisque dans les communiqués de presse du ministère du Travail, le discours était de dire que tous les salariés seront maintenant éligibles, couverts par l'activité partielle. Et effectivement, on a eu une ordonnance qui nous a précisé, qui nous a confirmé que les VRP multicartes étaient bien éligibles à l'activité partielle, que les salariés en forfait jour étaient bien également éligibles à l'activité partielle hors du cas de fermeture de l'entreprise, puisque c'était déjà le cas avant en cas de fermeture, mais en cas de réduction d'activité, ça l'est aussi. On a le cas des salariés, des travailleurs à domicile, on a eu le cas des cadres dirigeants aussi. Donc là, tu nous dis un petit mot là-dessus, peut-être, sachant que le décret, il a été publié vendredi. C'est-à-dire l'indemnisation, j'ai vu passer une question. L'indemnisation, de toute façon, c'est tout simple. Quand vous connaissez le principe des congés payés, c'est la même base de calcul. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit un VRP, que ce soit quelqu'un en forfait jour, vous appliquez les mêmes règles que quand vous calculez l'indemnisation pour l'indemnisation des congés payés. Donc, quand il y a des éléments variables, vous allez prendre la rémunération sur l'année, que vous divisez par 12, et puis après, vous ramenez ça en heures. Et dans tous les cas de figure, il faut toujours faire référence au principe de calcul des congés payés. Oui, et après, forcément, pour les gens au forfait jour, il faut calculer en fait leur rémunération annuelle, la ramener en heures, en sachant que quand l'entreprise est en activité partielle, on compte 7 heures d'absence pour la personne en forfait jour, quel que soit en fait son nombre d'heures qu'elle effectue sur une journée. Elle est considérée faire sur une journée. L'indemnisation se calculera sur une base de 7 heures, en sachant que vous calculez sa rémunération annuelle et vous la ramenez sur une base 35 heures. Comme par exemple les gens qui peuvent être rémunérés à 169 heures. Donc c'est le principe aussi des congés payés. La personne en fait qui va être rémunérée sur 169 heures, il y a une base à 35 heures, donc 151,67. Vous rajoutez en fait les heures supplémentaires et ça vous donne un salaire global. Donc ça vous le divisez en fait non plus par 169 heures, mais par 151,67 si vous voulez. Enfin là c'est pour simplifier, pour ramener ça en fait un taux horaire qui inclut la majoration pour heures supplémentaires. Et ça c'est toujours le même principe par rapport à. Là, j'ai simplifié un peu le calcul, si vous voulez, mais le principe, en fait, c'est de ramener la totalité de la rémunération à un taux horaire
35 heures. Et après, bah, vous appliquez en fait les 0,70 dessus, et là, ça vous donne l'indemnité. Alors, toujours sur la paye, il y avait une question également concernant les arrêts maladie pour un salarié qui se trouverait dans un service en activité partielle. Donc là, il se retrouve systématiquement, il y a obligation en fait de le mettre en activité partielle. Alors, à partir du moment en fait, mais... voilà. Et donc là, en fait, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est faire une demande comme un arrêt maladie en fait, comme quoi il a repris son activité, même si c'est une activité partielle, mais par rapport à l'arrêt maladie, on le considère en reprise d'activité avant la fin de son arrêt. Donc, il faut faire cette demande. Et puis après, on le considère en activité partielle. Et pour les payes du mois de mars, on n'avait pas encore cette précision. C'est-à-dire que pour les payes du mois de mars, c'est exactement pareil. Dans la mesure en fait, où le service, où les fonctions en fait, de ces salariés-là étaient dans l'entreprise en activité partielle, on ne pouvait pas le maintenir en garde d'enfants. Il fallait absolument en fait, arrêter en fait son activité, son absence en garde d'enfants et le passer en activité partielle. Et puis, il y avait un plafonnement, une histoire de plafonnement aussi. C'est-à-dire qu'un salarié qui est en arrêt maladie ne doit pas percevoir plus en arrêt maladie que ce qu'il aurait perçu s'il avait été présent dans l'entreprise. Donc, oui, ça, c'est le principe habituel des arrêts maladie. C'est-à-dire qu'après, vous avez il faut se référer. En fait, les arrêts pour garde d'enfants fonctionnent de la même façon que les arrêts maladie. C'est-à-dire que il faut appliquer, déjà vous percevez 50% en gros de la rémunération qui est calculée sur les 3 derniers mois avant son arrêt de travail. Et ensuite, vous avez toutes les règles qui viennent des conventions collectives pour le maintien de salaire. Donc, s'il n'y a aucun maintien de salaire, dans ce cas-là, vous n'avez que la partie IGSS qui est perçue. Mais en général, vous avez toujours un complément. Donc, dans la mesure où c'est supérieur, supérieur au chômage partiel, il n'y a aucun souci. Ensuite, si jamais c'est inférieur, là, vous lui versez en fait une indemnité complémentaire qui correspond au complément pour arriver à 70% de sa rémunération habituelle. Oui, c'est ça. Sachant qu'on avait quand même eu la mesure d'assouplissement par rapport aux indemnités journalières, aux compléments versés par l'employeur, c'est que il y a quand même le complément légal qui s'applique sans condition d'ancienneté, sans condition de durée d'affiliation antérieure. Mais par contre, si un salarié est en arrêt maladie, alors sauf à ce que la convention collective prévoit vraiment une règle plus favorable, mais le salarié en arrêt maladie qui appartient à un service où les collègues se trouvent, eux, en activité partielle, ne doit pas percevoir en arrêt maladie plus que les collègues qui sont en activité partielle. Donc, il y a un principe de complément d'indemnité qui va s'arrêter, là, on a bien compris, qui s'est arrêté déjà pour certains. Pas arrêt maladie, excuse-moi, je te coupe, mais c'est arrêt garde d'enfant. Parce qu'en fait, s'il est en arrêt maladie, c'est bien les règles de l'arrêt maladie. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est avec un plafonnement à hauteur du montant de ce que perçoivent les autres collègues qui sont en activité partielle. Alors, c'est de la jurisprudence un petit peu ancienne là, sur ce point-là, qui date des années 80, mais qui, me semble-t-il, a été repris. Cette jurisprudence a été reprise dans des commentaires plus récents. Bon, écoute, on va passer. Il est midi 3, donc on avait prévu un webinaire qui devait durer 1 heure. Est-ce que, Bruno, il y a des points qui te paraissent essentiels qu'on n'aurait pas eu le temps encore d'aborder et sur lesquels tu veux faire un rapide développement? Là, je sais pas, à moins qu'il y ait des questions particulières, mais on était arrivé à la fin, puisque là, on était rendu au point sur la garde d'enfants. Donc là, de toute façon, tout va être simplifié à partir du 1er, puisque tout le monde va se retrouver en activité partielle. Ouais. Alors peut-être juste 2 points sur lesquels j'ai pas eu le temps d'évoquer, puis je te laisse voir peut-être s'il y a des questions complémentaires là sur l'arrêt maladie entre-temps. 2 points, la consultation du CSE, est-ce qu'elle est obligatoire ou pas dans les entreprises de moins de 50 salariés? Alors là, quand on regarde les textes, très franchement, le décret qui a modifié le dispositif d'assurance d'activité partielle, le décret ne fait pas référence aux entreprises de moins de 50 salariés ou de 50 salariés et plus. Au contraire, on a un principe un peu général que la demande d'autorisation doit être adressée après avis du CSE. Alors, on a eu ensuite des assouplissements pour nous dire que l'avis pouvait intervenir après la demande d'autorisation, mais sur cet effectif, moins de 50, plus de 50,
quand on lit le texte, il n'y a pas de différence entre moins de 50 et plus de 50. Par contre, ça a été clairement indiqué par la ministre du Travail que cette obligation de consulter le CSE ne concernait que les entreprises de 50 et plus. Bon, écoutez, moi, je pense que… Alors certes, ça a été indiqué par la ministre du Travail, donc on imagine mal des directs maintenant remettre en cause des indemnités, des versements d'indemnités d'activité partielle, parce qu'on n'aurait pas fait la consulte dans une entreprise de moins de 50, mais enfin, ça ne me paraît pas être quand même la lettre du texte. Bon, donc peut-être De toute façon, je pense que pour l'instant, il n'y a aucune jurisprudence, parce que je pense que l'activité partielle, il ne faut plus la comparer au chômage partiel qu'il y avait avant, parce qu'ils ont tellement modifié ce qui existait avant par rapport à au chômage partiel, que même s'il y a une jurisprudence sur le chômage partiel, elle ne s'appliquera pas. Et, il va falloir construire en fait une jurisprudence spécifique sur l'activité partielle telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que les règles ont complètement changé par rapport au chômage partiel. Au-delà du caractère obligatoire, moins de 50, plus de 50, sur cette consultation, bon, dans un souci évidemment de faire vivre le dialogue social dans cette période qui est quand même un peu particulière, bon, mais ça c'est un principe un peu général, hein, ce n'est pas un principe juridique ce que je vous dis, mais dans une logique de faire vivre le dialogue social. Bon, qu'on soit moins de 50 ou 50 et plus, j'ai envie de dire, voilà, déjà les textes ne sont pas forcément très clairs et je pense que le ministre du Travail nous interprète le texte de manière très large, bon, tant mieux, mais au-delà de ça, voilà, je pense que c'est important de faire vivre le dialogue social dans ce contexte, de prendre la température, le ressenti des salariés, donc sauf vraiment difficulté de terrain ou problème d'opportunité. Voilà, je pense qu'il vaut mieux faire cette consultation dans les entreprises de moins de 50. Et si on ne le fait pas, on pourra s'en raccrocher à la déclaration du ministre, mais qui ne me paraît pas être conforme au texte. Voilà. Donc ça, c'était un point que je voulais préciser. J'en avais un deuxième et je l'ai oublié. Donc, il y a une question là sur un président de SASU pour savoir en fait si il pourrait avoir droit à un arrêt maladie. Pour moi, c'est pas un salarié. Après, si la question c'était par rapport à la garde d'enfants, je pense qu'il doit pouvoir en bénéficier, mais là, puisque les gérants, par exemple, de SARL peuvent en bénéficier. Mais pour l'instant, là, j'ai pas eu le cas, donc moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas toi si Sébastien, tu as la réponse, mais le président d'un SASU n'est pas un salarié, donc pour moi. Il n'a pas les mêmes. Après, il y a des dispositifs. Il y avait des dispositifs pour les travailleurs indépendants. Voilà aussi. Donc peut-être que le président de la SASU sera pas de. Qui existent alors, j'ai pas eu l'occasion moi de le tester, mais je sais que sur la plateforme Amélie, il y avait des dispositions pour les salariés et pour les non-salariés et travailleurs indépendants. Donc, il faut faire… Pour les gérants, il n'y a aucun souci. Je sais, moi, il y a certains gérants qui… Il y avait une question, puis on va peut-être terminer le webinaire compte tenu de l'heure qui passe, sur l'activité partielle pour les mandataires sociaux qui cumuleraient donc le mandat avec un contrat de travail. Est-ce que le mandataire social, est-ce que le salarié, est-ce qu'au titre du contrat de travail, finalement, cette personne pourrait être éligible à l'activité partielle? Alors, quand on regarde les personnes éligibles, ça vise les salariés. Donc nécessairement, il faudrait qu'il y ait un contrat de travail qui soit formalisé. Et là, je refaisais le point tout à l'heure par rapport à la spécificité du cumul mandat-contrat de travail. J'ai pas vu de précision sur l'éligibilité. Bon, par contre, ce qu'on sait, c'est quand même que le mandataire qui cumule donc son mandat et son contrat de travail peut interroger Pôle emploi pour savoir s'il doit cotiser à l'assurance chômage. Il peut, non, ça doit être fait dès l'origine. Hein. Voilà. C'est obligatoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a une rémunération, il faut interroger avant de calculer sa paye. Il faut faire déposer en fait une demande chez Pôle emploi. Donc normalement, l'entreprise le sait déjà. Elle a déjà une réponse. Donc, si le dirigeant ne cotise pas à l'assurance chômage, a priori, il n'est pas éligible. À l'indemnisation au titre de l'activité partielle, sachant que l'indemnisation est financée par l'État et par l'UNEDIC, en fait. Bon, voilà. Donc là, sur ce point-là, encore une fois, moi, je n'ai pas vu dans les textes, dans les précisions administratives ou dans les commentaires récents, c'est un peu éludé cette question-là. Donc, a priori, je ne pense pas qu'il y ait de possibilité lorsque le mandataire cumule un contrat avec son mandat avec un contrat de travail et qu'il ne cotise donc pas à l'assurance chômage, il n'y a pas de
possibilité, a priori, d'obtenir de l'assurance chômage. Bon, il faut savoir que l'UNEDIC, hein, évidemment, c'est une instance paritaire. Donc là, la personne qui a posé cette question pourrait peut-être aussi se rapprocher du mandataire CPME pour voir à l'intérieur de la machine un peu comment ça se passe et obtenir cette confirmation. Mais a priori, non. Je pense qu'il n'y a pas d'éligibilité au titre du contrat de travail dans ce cas. Voilà. Ben, écoutez, alors il y a une dernière question, je vois. Ma question concernait l'arrêt maladie pour perte d'activité. Président de la SAS unilatérale est assimilé salarié et a droit à l'arrêt maladie en cas de maladie. Donc, on y a répondu tout à l'heure, en fait. Puisque là, c'est ce qu'on disait, les gérants y ont droit, donc à mon avis, après, à se faire confirmer, mais les présidents de SASU devraient pouvoir utiliser le même système que les gérants. Et là, sous réserve. Bon, écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Donc, on va clôturer. Je voulais encore remercier la CPME qui permet donc qui mobilise ses ressources internes, qui mobilise ses moyens informatiques au service des adhérents. Donc, merci à la CPME pour permettre l'organisation de ce type de webinaire. Évidemment, nous, c'est très utile pour nous aussi, animateurs, puisqu'on essaie à travers même si là, on n'est pas en visio les uns les autres, donc les échanges ne sont pas faciles, mais à travers les questions que vous avez posées, ça nous permet quand même, nous aussi, de réfléchir et de prendre un petit peu de recul. Donc, j'espère que vous aurez, à travers ce webinaire, une vision synthétique du dispositif d'activité partielle, un peu globale du dispositif d'activité partielle dans cette période d'épidémie. Et évidemment, la CPME se tient à votre disposition. La commission emploi RH de la CPME a mis à disposition des adhérents une charte appui RH pour répondre aux questions des adhérents. Et donc, n'hésitez pas, le cas échéant, à poser vos questions. Et on ne peut pas vous garantir qu'on aura les réponses à toutes les questions. Mais voilà, on pourra en tout cas essayer de faire part de nos partages d'expérience. Merci à vous. Eh bien, écoutez, bonne continuation. Merci Bruno. Merci et bonne journée à tous. À bientôt.